Bonjour à tous, merci d'être là, et merci aux membres du jury d'avoir accepté d'en faire partie et d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais présenter mes résultats de thèse intitulés Optimisation, stabilisation et contrôle via la phase optique d'un accélérateur laser plasma à haut taux de répétition que j'ai effectué ici au laboratoire d'optique appliquée sous la direction de Jérôme Faure. Mais avant de voir comment on peut accélérer des particules avec des lasers, on peut se poser la question de pourquoi on veut faire ça. Donc quelles sont les applications des accélérateurs de particules de nos jours? En fait, on va voir qu'on va retrouver des accélérateurs à la fois dans des applications scientifiques et sociétales et industrielles. Et donc, au niveau scientifique, on pense notamment aux collisions à hautes énergies pour la physique des particules avec le LHC. Par ailleurs, les faisceaux de particules accélérés peuvent générer de la lumière et notamment des rayons X qu'on va pouvoir utiliser pour sonder de la matière. Et ça va être le principe des synchrotrons. Et enfin, on va pouvoir utiliser les particules accélérées directement pour sonder des solides dans des expériences de diffraction d'électrons. Au niveau des applications sociétales et industrielles, on peut penser à la radiothérapie pour traiter les cancers, ou bien le contrôle non destructif et le contrôle de cargo par rayons X. Et également, on peut utiliser des faisceaux de particules accélérés pour tester la résistance des composants du spatial aux radiations. Et donc de nos jours, toutes ces applications, elles sont réalisées en utilisant des accélérateurs conventionnels qui utilisent des cavités radiofréquences. Donc on voit un exemple d'une cavité radiofréquence d'un accélérateur linéaire du CERN. Donc on voit que c'est une machine assez imposante, et puisque en fait, cette technologie elle est limitée dans les champs accélérateurs qu'elle va être capable de produire par la limite de claquage, qui fait que les champs maximum accélérateurs qu'on va être capable de produire dans ces machines va être de l'ordre de la centaine de mégavolts par mètre. Et donc ça va poser un problème de taille, puisque si le champ accélérateur est limité, la seule façon d'atteindre des hautes énergies, c'est d'augmenter la taille. On va se retrouver avec des structures très imposantes. Par exemple, le LHC, c'est une boucle de 27 km de circonférence. Et au niveau des lasers électrons libres drivés par des accélérateurs linéaires, le XFEL européen, lui, a des dimensions de 3,2 km linéaires. Et on voit que si on veut gagner d'autres ordres de grandeur sur l'énergie, il va falloir, on va se retrouver avec des tailles et donc des coûts d'installation complètement gigantesques. Et donc l'idée de l'accélération laser plasma, c'est d'utiliser un milieu accélérateur qui est déjà ionisé, donc le plasma, qui est un gaz de particules chargées, puisque ce milieu est déjà ionisé, il ne va pas avoir de limite de claquage. Et donc le principe, ça va être d'utiliser un laser ultra intense et ultra court pour créer une onde plasma dans ce milieu, et potentiellement atteindre des champs accélérateurs très élevés, de l'ordre de la centaine de gigavolts par mètre, et donc réaliser potentiellement des accélérateurs centimétriques. Et donc ça, c'est le principe qui a été proposé en 1979 dans ce papier par Tajima et Dawson. Et donc c'est le principe de l'accélération par sillage laser plasma, où on vient focaliser donc, un laser intense et court dans un plasma. Et le laser, par la force pondéromotrice qu'il exerce, va expulser les électrons des zones de champ fort, qui vont avoir ce genre de trajectoire pour créer une onde de densité, une onde plasma dans son sillage. Donc on voit qu'il y a des zones avec des fortes densités électroniques et des zones complètement déplétées d'électrons ici, qui forment une cavité ionique. Et donc les ions, eux, sont beaucoup plus lourds que les électrons, et donc aux échelles de temps considérées, ils ne vont pas bouger. Et donc si on regarde ces structures de charge d'un point de vue électromagnétique, eh bien, longitudinalement, on va avoir des zones avec des forts champs accélérateurs qui vont pouvoir donner de l'énergie aux particules, et transversalement, on a des champs focalisants qui vont permettre de garder les particules sur l'axe pour qu'elles puissent être accélérées. Par ailleurs, cette structure, elle se déplace avec le laser à la vitesse de la lumière. Donc, ça ne va pas être aisé, c'est pas si facile que ça de piéger des électrons dans l'onde plasma. Ça va être toute une problématique de l'accélération laser plasma, c'est l'injection d'électrons dans cette structure qui se déplace à la vitesse de la lumière. Et une analogie possible pour l'accélération laser plasma, c'est le wakeboarding, où un bateau qu'on pourrait associer au laser excite une onde, une vague dans son sillage, qui correspondrait à l'onde plasma dans notre cas. Et le surfeur, c'est les électrons qui dévalent cette vague pour gagner en vitesse et donc en énergie. Et donc l'avantage de cette technique, donc les deux avantages principaux, c'est que puisque le milieu est un plasma, on va avoir des champs très élevés de l'ordre de la centaine de gigavolts par mètre, et donc ça permet de réaliser des accélérateurs très compacts. Et les faisceaux d'électrons vont typiquement avoir une taille de l'ordre d'une fraction de la longueur d'onde plasma qui est de quelques microns, ils vont être très courts en durée, de l'ordre de la femtoseconde. Et ça peut être intéressant pour diverses applications. Et donc, suite à la proposition de ce principe en 1979,
il y a eu, il y a plus de 40 ans, il y a eu diverses avancées expérimentales dans le domaine, commençant en 85 par l'invention de la technique CPA par Gérard Mourou et Donald Strickland, qui a permis de développer les lasers intenses nécessaires à la mise en place de cette technique. Donc, ensuite, dans les années 90, il y a eu les premières expériences d'accélération où des électrons d'une cinquantaine de MeV ont pu être accélérés. En 2004, on atteint un régime un peu plus optimal avec des faisceaux d'électrons qui sont de bonne qualité qui sont obtenus et une énergie de l'ordre de la centaine de mégaélectronvolts. Ensuite, avec des techniques de contrôle de l'injection et de guidage de l'impulsion laser, il a été réussi d'obtenir des faisceaux de meilleure qualité, de meilleure stabilité, tout en dépassant le seuil du gigaélectronvolt en énergie des électrons. Et enfin, en 2019, en utilisant des méthodes de guidage et les nouveaux lasers de type pétawatt plus puissants, il a été démontré le record actuel d'accélération d'électrons à 8 gigaélectronvolts. Mais toutes ces expériences, elles ont été réalisées avec un taux de répétition de l'accélérateur et donc du laser de l'ordre du Hertz, entre 0,1 Hz et 10 Hz. Alors que si on regarde eh bien, du côté des accélérateurs linéaires utilisés pour driver les lasers électrons libres, par exemple le laser électron libre européen, lui va fonctionner à 27 kHz. Et le laser électron libre américain, le LCLS, lui fonctionne à 120 Hz, mais son upgrade prévu, LCLS 2, est censé fonctionner à 1 MHz. Et donc ça a l'avantage de fournir beaucoup de tirs, beaucoup de faisceaux pour les expériences, donc d'accumuler beaucoup de signal, de pouvoir observer des phénomènes peu probables, et de fournir du faisceau à plusieurs utilisateurs en même temps. Et donc on voit l'avantage majeur que ça représente pour des installations tournées vers les expériences. Et donc on voit que pour rivaliser sur ces applications avec les accélérateurs conventionnels, il ne va pas être suffisant d'avoir des faisceaux de bonne qualité, mais il va falloir aussi penser à augmenter le taux de répétition de ces accélérateurs laser plasma. Et donc ça, c'est notre axe de recherche dans le groupe APPLI, et plus particulièrement dans ma thèse, où on essaie de développer on développe un accélérateur laser plasma à haut taux de répétition, donc au kilohertz, en prenant parti des lasers qui fonctionnent à ce taux de répétition. Donc voici le plan de ma présentation. Et tout de suite, je vais commencer par introduire le régime spécifique d'interaction laser-plasma et de l'accélération laser-plasma utilisant des lasers fonctionnant au kilohertz. Donc le régime classique de l'accélération laser-plasma, il est obtenu avec des lasers d'une centaine de térawatts. Et donc ça correspond à des paramètres d'une énergie par pulse de l'ordre de 2 joules, des durées d'impulsion de 30 femtosecondes et des spots laser qui sont focalisés à une quinzaine de micromètres. Donc ça va avoir un taux de répétition typique de 1 Hz, et ça permet d'accélérer des électrons jusqu'au gigaélectronvolt. Maintenant, si on veut augmenter le taux de répétition de l'accélérateur, eh bien, on va être mis face à une limitation inhérente des technologies des lasers titane-saphir, qui est que la puissance moyenne qu'on va être capable d'extraire de ces cristaux va être limitée par des effets thermiques. Et donc, si on veut augmenter le taux de répétition d'un facteur 1000, il va falloir perdre le même facteur sur l'énergie par pulse, et on se retrouve avec des énergies de 2 millijoules. Maintenant, pour exciter une onde plasma de suffisamment grande amplitude pour accélérer des électrons, il faut garder l'amplitude laser, l'intensité laser à peu près au même niveau relativiste de l'ordre de 10-18 watts par centimètre carré. Donc il va falloir venir compenser ces 3 ordres de grandeur qu'on a perdus sur l'énergie. Donc pour ça, on va venir comprimer l'impulsion, donc à la fois temporellement, où on va passer de 30 femtosecondes à 3 femtosecondes, et spatialement, où on va focaliser assez fortement à des spots de 3 microns. Donc ça, c'est réalisable avec des lasers qui fonctionnent au kilohertz. Et aussi, si on utilise les lois d'échelle du régime de la bulle pour l'accélération laser plasma, ben on voit qu'avec ces paramètres, on va être capable d'accélérer des électrons jusqu'à une dizaine de mégaélectronvolts. Et pour ça, il faut que l'impulsion, cette impulsion comprimée qui a des dimensions plus petites, soit résonante avec l'onde plasma, c'est-à-dire que son rayon doit être de l'ordre d'une demi-longueur d'onde plasma. Et donc, pour réduire la taille de cette longueur d'onde plasma, il va falloir augmenter la densité, et on va travailler avec des densités de l'ordre de 10-20 cm-3. Et donc, l'intérêt d'augmenter le taux de répétition, l'intérêt principal, c'est d'avoir une meilleure statistique dans les expériences, pour accumuler de nombreuses données lors de ces expériences. Ensuite, le haut taux de répétition permet une meilleure stabilité thermique et des boucles d'asservissement dans la chaîne laser qui vont également améliorer la stabilité. Et enfin, les électrons à quelques MeV qu'on est capable d'accélérer vont être utiles pour diverses applications, par exemple en radiobiologie, en diffraction d'électrons ou pour générer des rayons X, par exemple via diffusion Compton.
Donc notre but dans le groupe, et donc mon but lors de ma thèse, c'était de développer une source tournée vers les applications qui va fonctionner au kilohertz, en étant capable d'accélérer des électrons à quelques MeV, avec une bonne qualité de faisceau et une source la plus stable possible. Et pour ça, on utilise le système laser de la salle noire, qui est développé par l'équipe de Rodrigo Lopez Martens, qui fournit des impulsions de 1 TW avec une durée d'1,5 cycle optique, le tout au kilohertz. Pour arriver à ça, on part d'un système titane-saphir CPA, qui délivre des impulsions de 10 millijoules à 26 femtosecondes, le tout au kilohertz, qu'on vient focaliser ici dans une fibre de 2,5 mètres de long, creuse remplie d'hélium. Dans l'hélium, les impulsions laser vont subir un effet non linéaire, l'automodulation de phase, ce qui va largement élargir leur spectre. Ici, on voit le spectre des impulsions qui s'étend sur toute la gamme du visible. Et après recompression avec des miroirs Chirpé, eh bien, ce spectre correspond à des impulsions d'une durée de 3,5 cycles optiques, soit autour d'3,5 femtosecondes, soit 1,5 cycle optique à 800 nanomètres. Ensuite, ces impulsions, on les envoie donc dans notre chambre expérimentale et on les focalise avec une parabole Orax sur un jet de gaz de taille micrométrique. Et donc, le jet de gaz est ionisé par le laser et crée un plasma, et des électrons sont injectés dans le sillage du laser. On vient mesurer ces électrons avec un écran phosphorescent, et on peut venir mesurer leur énergie avec un spectromètre magnétique motorisé qu'on peut venir insérer dans le faisceau. Et par ailleurs, on a un faisceau sonde qui arrive transversalement, qui permet à la fois d'imager le plasma, mais également de mesurer la densité soit de gaz, soit de plasma, par interférométrie avec un senseur de front d'onde. Et je voudrais souligner le fait que notre cible, c'est un jet de gaz, donc soit de l'azote ou plus tard de l'hélium, qui a été aussi possible, qui s'écoule en continu, grâce à un système de pompage efficace. Et ça permet le fonctionnement réel de notre accélérateur au kilohertz. Un autre point compliqué, un autre point expérimental un peu délicat de nos expériences, c'est les dimensions micrométriques de l'accélérateur. En effet, puisqu'on focalise les impulsions fortement, on va se retrouver avec une longueur de relais sur laquelle l'impulsion va se propager de l'ordre d'une vingtaine de microns. Et par ailleurs, puisqu'on utilise des hautes densités plasma, eh bien, la longueur de déphasage, c'est-à-dire la longueur à partir de laquelle les électrons vont dépasser, vont rattraper le champ décélérateur de l'onde plasma, va également être réduite de l'ordre d'une vingtaine de microns. Donc on voit que pour fonctionner dans ce régime-là, il va falloir avoir des cibles de plasma et donc des cibles de gaz de taille micrométrique, d'une centaine de microns. Donc historiquement, ce qui a été utilisé en premier, c'était des capillaires en verre qui fournissent un écoulement sonique avec ce type de profil de gaz, et typiquement le laser tire à une centaine ou 150 microns du jet. Ensuite, un type de cible un peu plus évolué a été utilisé, donc des jets supersoniques, qui possèdent une section convergente puis divergente, ce qui permet de créer un écoulement supersonique en sortie, et on voit que ça donne des jets plus collimatés. Et si on regarde les profils transverses de gaz, eh bien on voit qu'il y a des gradients plus prononcés dans le cas supersonique. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de limiter les effets, l'interaction du laser avec le plasma en amont du point de densité maximale où l'interaction intéressante va se poser, donc limiter les effets négatifs du plasma sur le laser. Et donc, avant ma thèse, il y a déjà des résultats qui ont été obtenus sur l'expérience sur cet accélérateur. Et notamment donc en 2017, en utilisant des jets subsoniques, donc des capillaires, il a été obtenu les premiers électrons relativistes sur l'expérience avec un spectre piqué, avec un spectre autour de 5 mégaélectronvolts, mais une faible charge de l'ordre de la centaine de femtocoulomb. Ensuite, en utilisant des jets supersoniques, la charge a pu être largement augmentée jusqu'à la dizaine de picocoulomb, tout en gardant des électrons de quelques MeV, donc dans un régime un peu plus intéressant. Mais il y avait un problème important qui subsistait dans ces deux cas, c'était la faible stabilité à moyen et long terme et la faible répétabilité, donc le manque de fiabilité de l'accélérateur, puisque lorsqu'on trouvait ce type de régime, eh bien, au bout d'une dizaine de minutes, il était un peu perdu, il fallait réoptimiser l'accélérateur pour retomber sur quelque chose de similaire. Et par ailleurs, d'un jour à l'autre, eh bien, les paramètres des électrons pouvaient varier grandement, alors que tous les autres paramètres expérimentaux, notamment ceux du laser, semblaient rester à peu près constants. Et ça, c'est un problème important quand on veut réaliser des expériences d'application, puisque quand on vient d'un jour à l'autre, il est important qu'on retrouve les mêmes paramètres expérimentaux. Et donc, ça a été un des premiers aspects importants de ma recherche lors de ma thèse, ça a été d'améliorer la stabilité de l'accélérateur en systématisant le mécanisme d'injection, via l'utilisation de nouvelles cibles avec des chocs qui permettent le mécanisme d'injection dans un gradient de densité.
Donc le mécanisme d'injection dans un gradient de densité, je vais le présenter ici. Donc on peut différencier deux cas particuliers. Le cas d'un gradient de densité long, où la longueur de gradient est supérieure à la longueur d'onde plasma. Et dans ce cas-là, le laser traverse le gradient. Donc par définition, la densité plasma diminue dans le gradient. Et donc la longueur d'onde plasma et donc la taille de la bulle, elle, augmente progressivement lors de la propagation. Et donc ça va induire un ralentissement effectif de l'arrière de la bulle et donc de la structure accélérante. Et ça va faciliter l'injection d'électrons dans celle-ci puisqu'on vient ralentir tout le long de plasma. Maintenant, si on considère l'autre cas particulier, donc le cas des gradients courts, eh bien, lorsque l'impulsion traverse le gradient, eh bien, la bulle va augmenter de taille brusquement et donc des électrons qui étaient un peu en limite vers le pic de densité, cette fois-ci se retrouvent directement dans la bulle, dans le champ accélérateur et sont piégés comme ça. Donc nous, puisqu'on utilise des hautes densités plasma, et que les gradients des hautes densités plasma, on va avoir des longueurs d'onde plasma de l'ordre de quelques microns, et les gradients hydrodynamiques sont typiquement de l'ordre de la dizaine de microns, et donc on sera plutôt dans ce cas des gradients longs. Et donc, pour réaliser cette méthode d'injection, il a été proposé et démontré dans ce papier en 2010 d'utiliser un choc hydrodynamique pour créer un profil avec une transition de densité entre le choc et le jet de gaz. Et ça, c'est réalisé en utilisant une lame de rasoir qu'on vient insérer dans un écoulement supersonique d'un jet de gaz. Et pourquoi c'est intéressant? D'une part, ça permet de créer une zone avec une relativement haute densité assez loin du jet, et donc de tirer un peu plus loin de celui-ci, et donc de limiter les dommages, ce qui est particulièrement intéressant quand on tire 1000 fois par seconde. Et par ailleurs, et de façon plus importante, cette méthode permet donc de former un gradient de densité, qui permet donc la méthode d'injection dans le gradient que j'ai mentionné, et donc de stabiliser le faisceau. Mais on voit que cette méthode elle est relativement aisée à mettre en place quand on utilise des jets de gaz de taille millimétrique, puisqu'on peut simplement venir insérer la lame de rasoir dans l'écoulement. Mais si on utilise des cibles micrométriques et qu'on tire à une centaine de microns, ça va être beaucoup plus compliqué de venir insérer quelque chose entre le laser et le jet de gaz. Et donc, pour résoudre cette problématique, on a développé un nouveau type de cible qui incorpore directement dans sa fabrication la génération du choc hydrodynamique. Donc c'est des cibles appelées OSS pour One-Sided Shock, avec une section convergente puis divergente qui produit un écoulement supersonique, au bout duquel on vient ajouter, mais uniquement d'un côté, donc ici le côté gauche, une section droite. Et lorsque l'écoulement supersonique arrive sur cette section droite, il doit changer abruptement de direction d'écoulement, et donc ça crée un choc oblique, qu'on voit par exemple sur le résultat de cette simulation, avec un pic de densité ici. Et donc fabriquer des jets micrométriques avec des structures asymétriques, c'est un réel défi technique, et ça a été rendu possible grâce à la collaboration avec un laboratoire en Lituanie, qui utilise une méthode de micromachining du verre, qui préforme d'abord le canal intérieur avec des lasers femtosecondes, puis vient éroder la forme préformée avec une érosion chimique. Et donc on a fait fabriquer ce type de jet, et je les ai caractérisés avec une mesure interférométrique en plasma. Donc ici, sur cette courbe, on voit donc en trait continu la mesure expérimentale, avec effectivement un pic de densité suivi d'une transition vers le bas qui va permettre d'injecter des électrons, et un plateau apparent de densité qui permet d'accélérer des électrons dans cette zone. On voit que ça colle assez bien avec les simulations fluides obtenues avec Fluent. Et donc en utilisant ce type de jet de gaz dans nos expériences, on a pu observer une large amélioration de la stabilité à long terme de l'accélérateur, avec notamment ce résultat donc de 5 heures de fonctionnement de l'accélérateur de façon continue et autonome, c'est-à-dire sans intervention de notre part sur l'accélérateur, pendant plus de 300 minutes. Et donc ça correspond à plus de 18 millions de tirs consécutifs, ce qui permet d'envisager l'utilisation de l'accélérateur pour des applications, puisque avec ce type de stabilité, il est envisageable d'utiliser des faisceaux pour diverses applications. Par ailleurs, on voit que l'énergie est de l'ordre de 2 à 3 MeV et la charge de 2,6 picocoulombs. Et si on regarde à partir de 200 minutes, on voit une perte de stabilité, une érosion de la partie haute énergie du spectre. Et ça, on a pu l'associer à des dommages qui sont apparus sur les optiques de la chaîne laser pendant l'expérience et qui correspondaient à environ 10% de perte d'énergie laser sur cible. Et donc quand on voit ça, on voit que finalement, malgré un changement assez important dans les paramètres laser, on continue à garder pendant toute l'expérience un faisceau d'électrons avec des paramètres similaires,
Donc ça montre un peu la robustesse de cette méthode d'injection. Et donc, par ailleurs, on a également observé une meilleure répétabilité des paramètres des faisceaux d'électrons d'un jour à l'autre en fonction lors des différents jours d'expérience, avec ici 3 spectres pris sur 3 jours différents, séparés chacun d'une semaine. Et on voit qu'on obtient un régime très similaire, malgré des paramètres laser, notamment une intensité laser qui varie significativement entre les différents jours, alors que l'énergie moyenne des électrons, elle reste assez proche. Donc ça, c'est vraiment un point important pour les applications, où on veut être capable de revenir le lendemain et de retrouver exactement le même régime que celui qu'on avait la veille pour continuer nos expériences. Et pour valider notre interprétation de ce gain de stabilité et du rôle du choc dans ces expériences, avec Igor Andriash, on a réalisé des simulations PIC pour reproduire les résultats expérimentaux. Et notamment, on a utilisé le profil laser mesuré expérimentalement, ainsi que le profil plasma mesuré. Et donc, ça a donné ce type de résultat, où on voit ici en rouge le A0 du laser qui est relié à son intensité, en bleu, la charge injectée en fonction de la distance de propagation, et en gris, le profil de densité plasma. Et donc, on voit que le laser est focalisé en Z égale 0, et que le pic de densité placé ici permet l'autofocalisation du laser dû à la plus haute densité, juste avant ce gradient descendant de densité qui, lui, va permettre l'injection des électrons avec la méthode présentée. Donc on voit que la combinaison des deux, le gain d'intensité juste avant le gradient de densité qui permet de déclencher l'injection, ça systématise l'injection et c'est ça qui pourrait participer au gain de stabilité. Et par ailleurs, si on regarde le spectre obtenu dans ces simulations, eh bien, on voit un bon accord entre les simulations et l'expérience, avec les courbes qui se superposent. Donc ça vient un peu valider nos simulations. Par ailleurs, on peut s'intéresser aux corrélations des paramètres du laser avec les paramètres des électrons, et notamment avec l'énergie laser, puisqu'elle a varié lors du run expérimental. Et donc ici, on voit, j'ai tracé l'énergie laser relative, j'ai tracé l'énergie des électrons en fonction de l'énergie relative du laser. Et donc on voit un peu 2 zones différentes, 2 régimes différents. Un régime qu'on pourrait qualifier de zone de stabilité où des variations du laser induisent peu de variations sur les électrons, puis ensuite, à partir d'un certain point, eh bien, des variations de l'énergie laser induisent une forte variation de l'énergie. Mais si on reste dans cette zone-là, eh bien, il y aura une plutôt bonne stabilité, malgré des variations du laser. Et maintenant, avec les simulations, on peut s'intéresser à la corrélation entre l'énergie du laser et la charge injectée. Et ça, je l'ai fait pour 2 types de profils de plasma. Donc le profil qu'on a utilisé expérimentalement avec un jet one-sided shock et un jet plus classique, un jet supersonique qui va créer un écoulement de gaz gaussien, et donc un profil de plasma gaussien. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, eh bien, le jet avec un choc donc avec une méthode d'injection intégrée, lui permet l'injection de plus d'électrons de façon absolue. Mais si on vient normaliser ces courbes à la valeur maximale, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve une zone d'apparente stabilité dans le cas du jet avec un choc, où des variations d'énergie laser vont induire peu de variations de charge des électrons, alors que dans le cas supersonique, eh bien, une variation d'énergie laser induit directement une variation de la charge. Et donc on voit avec ces résultats comment eh bien, l'utilisation du jet à choc permet de fiabiliser l'accélérateur en le rendant plus stable et plus reproductible face à des variations des paramètres laser. Et donc, fort de cette nouvelle stabilité acquise, on a pu réaliser une première expérience d'application de notre accélérateur en radiobiologie. Donc avant, je vais remettre un peu de contexte sur l'intérêt de la radiobiologie, et notamment dans le cadre de la radiothérapie. Donc la radiothérapie, ça consiste à venir irradier des tumeurs avec des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses. Et un paramètre important de la radiothérapie, c'est de faire le plus de dommages possible aux cellules cancéreuses, tout en faisant le moins de dommages possible aux cellules saines qui sont avoisinantes. Et dans les années 60-70, il est observé un phénomène qui a été remis au goût du jour dans ce papier de 2014, c'est que si on délivre la dose en impulsion courte, donc d'une centaine de millisecondes, eh bien on observe une meilleure survie des tissus sains lors de l'irradiation, et c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, l'irradiation flash.
Et par exemple, dans ce papier de 2014, il était observé, donc dans cette courbe, dans ce graphique compliqué, qui peut être résumé par 30 gray de dose délivrée avec le protocole flash, induit moins de fibrose qu'avec une dose délivrée de 17 gray avec le protocole conventionnel. Donc c'est très significatif. Par contre, si on s'intéresse maintenant à l'effet sur les tumeurs, eh bien, il y a des effets similaires du protocole flash et du protocole conventionnel. Donc on voit qu'avec cette radiothérapie flash, on va avoir les mêmes effets recherchés sur les tumeurs, mais par contre, eh bien, beaucoup moins d'effets négatifs sur les tissus sains. Donc c'est très intéressant. Et ça pose la question du rôle des sources laser plasma pour la radiothérapie, puisque les accélérateurs laser plasma sont des très bons candidats pour générer des sources de rayonnement, des sources de rayonnement ionisant de façon pulsée. Donc c'est ce qu'on a voulu explorer dans une expérience en collaboration avec Alessandro Flacco dans le cadre de la thèse de Marco Cavallone, où on a voulu étudier la faisabilité de l'utilisation de notre accélérateur au kilohertz pour des expériences de radiobiologie. Donc voici un schéma de l'expérience où on focalise notre laser sur le jet de gaz, ça accélère des électrons dans le sillage du laser, et on peut décaler notre système d'imagerie des électrons hors axe pour venir irradier directement des cellules qui sont placées dans une boîte de pétri ici. La dose délivrée est mesurée à la fois avec du film radiochromique placé devant et une chambre à ionisation qui est placée derrière. Et donc, pour irradier ces cellules, on s'est placé dans un régime qui, d'une part, maximisait la dose délivrée sur les cellules, et donc ça en utilisant des charges élevées, et pareil en ayant des faisceaux divergents pour maximiser l'homogénéité de la dose sur la zone où sont placés les échantillons. Et donc ça, c'est un régime qui est obtenu en augmentant la densité plasma, qui va donner des hautes charges avec des faisceaux divergents, mais des énergies relativement basses avec un spectre de l'ordre des énergies inférieures à 1,5 MeV. Donc pour ces expériences, on a utilisé des cellules du cancer colorectal humain, et donc on voit ici donc, des cellules placées dans des boîtes de pétri. Et donc en irradiant ces cellules, une chose qu'on a réalisée, c'est notamment d'étudier la fraction de survie de ces cellules en fonction de la dose délivrée ici, et ceci pour deux souches différentes. Donc en bleu, on a la souche White-Hap, qui est la souche classique, et en rouge, donc une souche de cellules qui a subi une mutation sur un gène qui la rend plus radiorésistante. Et donc la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement, eh bien, les cellules radiorésistantes survivent mieux que les cellules classiques. Et donc ça fait une première validation de notre protocole expérimental. Et par ailleurs, ces courbes obtenues expérimentalement correspondent très bien aux valeurs attendues qui sont tabulées dans la littérature pour ces types de cellules et ces souches-là. Donc ça permet de valider la preuve de principe de notre expérience, qui était un peu le but de cette expérience préliminaire, c'était de montrer qu'on était capable de délivrer une dose contrôlée à un échantillon biologique avec notre accélérateur laser plasma. Donc pour la suite, une possibilité, ce serait de continuer le travail qui a été entamé dans cette publication en 2019 avec des protons, c'est d'étudier le fractionnement temporel de la dose délivrée aux échantillons. Et cette expérience, elle a permis également de mettre en lumière des améliorations possibles à réaliser. Notamment, on était limité par des effets thermiques en fonction du temps d'irradiation lié au temps d'ouverture du shutter sur l'expérience. Et on voudrait également mieux contrôler la position du faisceau sur la cible, donc sur les échantillons, pour maximiser la dose et ne pas avoir un faisceau qui tire à côté de l'échantillon. Et donc, ensuite, un autre aspect important de mes recherches lors de ma thèse, ça a été d'étudier l'interaction spécifique particulière des impulsions extrêmement courtes qu'on utilise dans notre expérience avec une durée proche du cycle optique, et donc l'interaction spécifique avec le plasma dans le cadre de l'accélération laser plasma, notamment via l'effet de la phase CEP. Donc la phase CEP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la phase entre l'enveloppe du laser, ici représentée en bleu, et les oscillations du champ électrique représentées en rouge. Donc on voit ici pour une impulsion multicycle de 30 femtosecondes, donc ici on a une CEP de 0, et ici une CEP de pi sur 2. Et là, vous dites probablement que c'est pas très clair et qu'on ne voit pas bien la différence entre les deux, et vous auriez raison, parce qu'en fait, la CEP, elle n'a pas d'impact important dans le cadre des impulsions multicycles, puisque on peut moyenner l'effet du champ électrique sur le cycle optique, puisque l'enveloppe du laser évolue sur une échelle de temps bien supérieure à celle du champ électrique. Donc si on fait ça mathématiquement, on se retrouve avec l'expression de la force pondéromotrice, dans laquelle seule l'enveloppe va jouer un rôle,
et donc qui ne dépend pas de la polarisation du laser, et va donc imposer une symétrie axiale lors de l'interaction avec le plasma. Maintenant, si on prend une impulsion d'un seul cycle optique, donc 3 femtosecondes, eh bien, cette fois-ci, on voit clairement une différence entre une CEP de 0, où le maximum du champ électrique est synchronisé avec le maximum de l'enveloppe, et une CEP de pi sur 2, où cette fois-ci, c'est un 0 du champ électrique qui est synchronisé avec le maximum de l'enveloppe. Et donc, dans le cas des impulsions à un seul cycle, on ne peut pas moyenner sur le cycle optique, puisque l'enveloppe et le champ électrique évoluent sur les mêmes échelles de temps. Il va falloir prendre en compte la forme réelle de ce champ électrique, et on va donc potentiellement pouvoir observer une brisure de la symétrie lors de l'interaction avec le plasma. Par ailleurs, dans le plasma, cette CEP, elle ne va pas rester constante du fait de la dispersion dans le milieu, puisque la vitesse de phase du laser est supérieure à la vitesse de groupe. Et donc, après une propagation dans une distance donnée dans le plasma, eh bien cette CEP, elle va glisser, et on se retrouve d'une CEP de 0 à pi sur 2, et si on continue, eh bien on va obtenir une CEP de pi. Et en fait, on peut définir la longueur typique à partir de laquelle la CEP va glisser de 2π, qui est définie ici et qui va dépendre notamment de la densité plasma et de la longueur d'onde du laser. Maintenant, à quels effets on va pouvoir s'attendre de la CEP lors des expériences d'accélération laser-plasma? On va voir qu'il y a 2 effets principaux qui sont prédits. Et donc, le premier a trait avec l'asymétrie de la bulle. Donc, en 2009, Nerouch et Kostyukov, dans ce papier, ils ont démontré que dans le cadre d'utilisation d'impulsions proches du cycle optique, il y a une asymétrie dans la réponse plasma dépendante de la CEP qui apparaît dans le plan de polarisation et qui a tendance à pousser la bulle hors axe. Et dans le plan perpendiculaire à la polarisation, la dynamique reste parfaitement symétrique. Et donc si on repense au phénomène que j'ai présenté à la slide précédente, cette CEP ne va pas rester constante lors de la propagation, et donc cette asymétrie non plus. Et en fait, ce qui va se passer, et ce qu'on a observé dans cette simulation réalisée par Julius Heutz en simulant la propagation d'un laser d'un seul cycle dans un plasma, eh bien on voit qu'effectivement la CEP, donc le cosinus de la CEP tracé en rouge ici, oscille avec le temps de propagation, et en bleu est tracée la symétrie transverse de la bulle dans la direction de polarisation, et on voit que celle-ci oscille en phase avec la CEP. Donc, ce qui se passe, c'est que la structure accélératrice oscille verticalement, donc enfin, dans le plan de polarisation, vers le haut puis vers le bas, lors de la propagation. Et ça a notamment été associé avec des effets de variation de pointée lorsque la CEP est changée. Un deuxième phénomène qui est possible, ce serait dans le cas d'effet de CEP, ce serait dans le cas de l'injection par ionisation, où donc l'injection par ionisation, c'est un phénomène qui se passe lorsqu'on utilise des atomes avec des Z élevés, comme par exemple l'azote. Et donc dans le cas de l'azote, les électrons issus des niveaux de N+ à N5+, vont être ionisés avec des intensités modérées qui vont être atteintes relativement loin devant l'impulsion laser. Et donc ces électrons vont participer au plasma ambiant, avoir un comportement fluide et ils vont participer à la génération de l'onde plasma. Ensuite, pour les 2 derniers niveaux d'ionisation, il va y avoir un saut dans l'énergie et ils vont nécessiter des intensités de l'ordre de 10-19 watts par centimètre carré. Et ça, c'est atteint uniquement vers le pic d'intensité du laser, donc dans cette zone-là. Donc ces électrons ils vont être créés dans une onde plasma qui est déjà formée et donc potentiellement injectés directement dans celle-ci. Et donc dans ce papier de Lifshitz et Malka en 2012, il a été observé dans des simulations des effets de CEP liés à ce mécanisme d'injection, puisque ce mécanisme d'injection dépend directement de la forme du champ électrique. Et donc si on change la CEP, ça va pouvoir avoir des effets sur les électrons injectés, notamment puisque en fonction du signe du champ électrique qui les injecte, ils vont avoir des trajectoires différentes, puisqu'il y a un moment initial différent dans la direction de polarisation, vers le haut, vers le bas. Et par ailleurs, ça c'est associé avec une variation du pointé avec la CEP. Et il est également possible de voir des effets sur l'énergie, puisque ces électrons sont injectés à des positions différentes, vont avoir des trajectoires différentes et potentiellement des énergies différentes en fonction de la CEP initiale du laser. Et donc revenons à l'expérience, puisque notre laser est stabilisé en CEP, et cette CEP est contrôlable. Donc avec une stabilité typique de 300 milliradians RMS. Donc on voit ici un scan en CEP où elle est variée entre 0 et 2π. Et ceci avec une impulsion laser de 4 femtosecondes, soit 1,5 cycle optique à 800 nanomètres.
Et stabiliser la CEP d'un laser aussi puissant, c'est pas une chose aisée. Et ça a été rendu possible grâce à un gros travail du groupe PCO et notamment de Marie Houillet et de Jasmine Corr qui ont travaillé là-dessus et qui ont rendu possible ces résultats sur la CEP. Et dans ces expériences, on utilise de l'azote. Et donc potentiellement, on pourra voir des effets, potentiellement les deux phénomènes présentés précédemment pourraient jouer un rôle. Et il faudra essayer de comprendre lequel est majoritaire, est-ce que les deux interviennent lors des expériences. Et donc on a utilisé ces impulsions contrôlées en CEP dans notre expérience pour accélérer des électrons. Donc la polarisation ici est verticale et on s'intéresse au faisceau d'électrons accéléré. Donc ici on voit un faisceau d'électrons qu'on mesure sur notre détecteur. La CEP est de -π/2. Et on change la CEP, et ce qu'on voit, c'est que le faisceau d'électrons, il se déplace verticalement dans le plan de polarisation. Et si on recommence, et on change encore une fois la CEP à 2π/2, ça se continue de se déplacer avec une amplitude de l'ordre de la dizaine de milliradians, donc une amplitude assez importante. Et si on réalise ces variations de façon plus systématique, en faisant varier la CEP par incrément de π/4, et en faisant plusieurs boucles pour la répétabilité, eh bien ce qu'on voit, c'est qu'on observe une oscillation du pointé des électrons dans le plan de polarisation, donc le plan Y en rouge, mais par contre pas d'effet significatif dans le plan transverse. Et donc ça c'est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on observe... c'est la première fois qu'on observe... Ok, je reprends. Eh bien, c'est la première fois qu'on observe un effet systématique reproductible de la CEP lors de l'accélération laser plasma, donc c'est un résultat assez important. Et par ailleurs, maintenant, si on vient contrôler la direction de cette polarisation, on peut gagner encore plus de contrôle sur cet effet, notamment en utilisant une lame lambda sur 2 pour contrôler cette direction. Et donc effectivement, là, on a tourné la polarisation horizontalement, et on voit que maintenant, le faisceau oscille dans la direction horizontale, donc ici en bleu, et plus dans la direction verticale. Et si on retourne de 90 degrés, eh bien cette fois-ci, le faisceau oscille verticalement et plus horizontalement. On peut maintenant regarder l'effet sur les autres paramètres du faisceau d'électrons, donc la charge et le spectre en énergie. Donc ce qu'on voit, c'est que lorsque l'on change la CEP, il y a une variation importante de la charge, de l'ordre de 30% lorsque l'on fait varier la CEP, alors que l'énergie n'est pas impactée par la CEP. Donc ça indique une chose en particulier, c'est que la CEP va avoir un effet principalement sur l'injection des électrons, puisque la charge injectée est impactée, mais pas vraiment sur le mécanisme d'accélération qui suit, puisque l'énergie, elle, n'est pas modifiée. Et donc, j'ai réalisé des simulations PIC pour, d'une part, essayer de comprendre quel phénomène donc parmi les deux proposés permettent d'expliquer ces résultats expérimentaux, et d'autre part comprendre un peu plus en détail ce qui se passe au niveau de la physique micrométrique. Et donc le premier résultat de ces simulations, c'est que la quasi-totalité des électrons injectés dans les simulations proviennent des couches extérieures de l'azote, et donc n'ont pas été injectés par ionisation, puisque l'intensité laser, en fait, pendant la simulation, restait en dessous du seuil nécessaire pour déclencher l'injection par ionisation. Et donc ça indique que le mécanisme qui va jouer, ça va plutôt être l'asymétrie transverse de la bulle. Et donc, je vais vous montrer un film issu de ces simulations où on va voir un peu ce qui se passe lors de l'interaction avec le laser. Donc, dans le cadre du haut, on voit le plan de polarisation, donc ici la symétrie va se développer. Et dans le cadre du bas, on voit le plan perpendiculaire où la physique va rester parfaitement symétrique. Alors voilà, le laser se propage, on voit effectivement la CEP qui glisse, l'intensité augmente, l'onde plasma se forme. On voit ici donc son asymétrie, elle se décale vers le haut puis vers le bas. Et ça permet l'injection d'électrons, ici en orange et en bleu, avec ces couleurs sont associées au pointé final des électrons à la fin de la simulation. Et on voit que la couleur de ces électrons est fortement corrélée avec leur moment d'injection. Ils sont injectés par petits faisceaux de couleurs unies. Et si on s'intéresse maintenant à des grandeurs plus quantitatives, plus intégrées lors de cette simulation, représentée ici, en rouge, on va voir l'asymétrie transverse de la bulle plasma dans la direction de polarisation lors de la propagation. Donc on voit qu'effectivement, il y a une oscillation de cette asymétrie transverse à la fréquence d'oscillation de la CEP, et l'amplitude de cette oscillation augmente lors de la propagation, jusqu'à arriver à un point où elle est suffisante pour déclencher l'injection de 3 événements majeurs d'injection ici.
donc représentés en bleu et en orange en fonction du pointé final des électrons. Et ce qu'on voit, c'est que la couleur et donc le pointé final des électrons est fortement corrélé à la valeur de la symétrie, et notamment le signe de la symétrie, au moment de l'injection. Et donc pour résumer, le mécanisme qu'on observe ici, c'est que dû au glissement de la CEP lors de la propagation, tout le Wakefield oscille en phase avec la CEP, jusqu'à déclencher de l'injection hors axe d'électrons avec un moment non nul dans la bulle plasma. Et ce moment non nul est donc relié, et donc le pointé final des électrons est fortement relié à la valeur de la CEP au moment de l'injection. Par ailleurs, si on s'intéresse un peu plus en détail à la physique qui se passe et en suivant deux sous-faisceaux qu'on a observés dans les simulations, un qui va pointer à la fin vers le bas et un qui va pointer à la fin vers le haut, on peut s'intéresser un peu à leur dynamique, notamment ici avec leur moment transverse et ici leur moment longitudinal. Donc on voit qu'effectivement, ils sont injectés avec un moment transverse non nul. Ensuite, ils réalisent une oscillation bêtatron dans la cavité laser. Puis, ils dépassent celle-ci, rattrapent le laser et oscillent dans le champ laser jusqu'à obtenir leur moment transverse final qui est fortement relié à la valeur de leur moment initial. Longitudinalement, eh bien, on voit que les deux faisceaux injectés à des CEP différentes, eux, observent la même dynamique, ont un comportement très similaire avec une accélération très rapide en une dizaine de microns. Puis ensuite gardent leur moment longitudinal. Et ça, ça correspond bien à ce qu'on a observé expérimentalement, pas d'effet significatif sur l'énergie, puisque le moment longitudinal correspond à la vitesse, à l'énergie des électrons. Ensuite, j'ai reproduit cette simulation, la même simulation, en faisant varier la CEP initiale du laser par incrément de pi sur 4, comme on a pu le faire expérimentalement. Et ce qu'on retrouve ici en rouge, eh c'est un très bon accord de l'évolution du pointé du faisceau avec le comportement qu'on a pu observer expérimentalement ici en gris. Et transversalement, eh bien, il n'y a toujours pas d'effet, ce qui correspond également à ce qu'on a observé expérimentalement. Et le faisceau eh bien, oscille verticalement dans la direction de polarisation. Et donc, avec nos simulations, on a pu déterminer quel mécanisme d'injection, quel mécanisme de CEP dans l'accélération laser plasma permettait d'expliquer nos résultats. Ce serait bien de pouvoir valider cette interprétation expérimentalement, eh bien, par exemple, en débranchant totalement la possibilité de réaliser de l'injection par ionisation. Et ça, en fait, c'est possible en utilisant de l'hélium comme gaz dans les expériences, puisque l'hélium a peu de niveau d'ionisation et donc ne permet pas l'injection par ionisation. Par ailleurs, l'utilisation de l'hélium permettrait des meilleures performances de l'accélérateur, puisqu'il y aura moins de défocalisation du laser par les nombreux niveaux d'ionisation dans l'azote, et donc une plus forte intensité laser sur cible. Mais au début de ma thèse, ce n'était pas possible d'utiliser de l'hélium puisque c'est plus dur à pomper on ne pouvait pas envoyer de l'hélium en continu dans notre chambre expérimentale. Et ça a été, on a résolu ce problème en mettant en place un système de pompage différentiel qui vient pomper une petite enceinte dans laquelle est placé le jet qui permet d'évacuer tout cet hélium de façon efficace. Et donc, on a pu réaliser des expériences, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les performances sont améliorées avec des faisceaux bien plus collimatés, ici 20 milliradians de divergence, et surtout une énergie bien plus élevée, de l'ordre de 8 mégaélectronvolts, donc quasiment une énergie qui est doublée par rapport à ce qui était atteint dans l'azote. Donc, on a réalisé la même expérience que dans l'azote, où on fait varier la CEP du laser, et on regarde les paramètres du faisceau d'électrons. Donc, on voit que, eh bien, effectivement, le faisceau se déplace verticalement, avec la CEP. Donc ça, on retrouve cet effet-là. Et maintenant, au niveau de la charge, eh bien, on retrouve une variation de charge de l'ordre de 30% et pas d'effet sur le spectre. Mais cette fois-ci, le spectre est à 6 mégaélectronvolts. Donc on observe ces effets dans un régime un peu plus intéressant d'accélération. Mais si on revient sur cette figure A, il y a un phénomène un peu étrange, c'est qu'on voit une variation résiduelle du pointé dans la direction transverse. Et ça, ce n'est pas prévu par la théorie, puisque la dynamique est censée rester parfaitement symétrique dans le plan transverse et donc pas d'effet de CEP. En fait, ça j'ai pu l'expliquer grâce à des simulations PIC en observant que le spot laser utilisé dans cette expérience était asymétrique. Et donc en utilisant ce spot laser dans les expériences, dans les simulations, j'ai pu retrouver cet effet de variation dans le plan perpendiculaire. Et donc, ces résultats sur la CEP, outre l'intérêt fondamental d'observer une physique au-delà de la force pondéromotrice en accélération laser plasma,
eh bien, ils permettent des perspectives intéressantes. Par exemple, les microbunches qu'on observe dans les simulations, eh bien, ils ont des propriétés qui nous intéressent. Leur durée est extrêmement courte, sous la femtoseconde, une émittance très réduite, de l'ordre de 50 nanomètres, et ils sont injectés collectivement avec un moment transverse non nul, et donc ils réalisent des oscillations bêtatron collectives, ce qui permettrait par exemple d'optimiser du rayonnement X généré par bêtatron. Et par ailleurs, il a été proposé récemment dans ce papier de 2021 d'utiliser une impulsion à un seul cycle optique comme injecteur en utilisant cette méthode d'oscillation transverse de la bulle, en combinaison avec une impulsion plus longue, plus énergétique, pour amener les électrons injectés de cette manière vers des hautes énergies. Et donc pour conclure, lors de ma thèse, on a pu amener l'accélérateur dans un mode de fonctionnement où on est capable de produire systématiquement des faisceaux d'électrons à quelques picocoulomb et plusieurs MeV, et même récemment démontrer une accélération jusqu'à 8 à 10 MeV. On a pu également démontrer un fonctionnement stable et autonome pour plus de 18 millions de tirs consécutifs. Suite à ça, ça nous a permis de démontrer notre première application en radiobiologie. Et enfin, on a observé pour la première fois une injection des électrons dans un accélérateur laser plasma qui dépend de la CEP, grâce à nos impulsions proches du cycle optique. Donc en perspective, on a vu que l'hélium, ça permettait d'améliorer largement les performances de l'accélérateur avec une énergie augmentée et des faisceaux bien plus collimatés. On voit ce beau petit faisceau de 5 milliradians. Mais ça avait tendance à produire des faisceaux relativement instables tir à tir, donc c'est quelque chose qui serait bien amélioré. Et par ailleurs, l'amélioration gagnée dans l'hélium du fait des niveaux d'énergie réduits serait encore maximisée dans l'hydrogène, puisque cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul niveau d'énergie. Donc on pourrait potentiellement envisager 15 mégaélectronvolts en utilisant de l'hydrogène, mais ça pose le problème que l'hydrogène est hautement explosif, et donc ça nécessite de mettre en place des sécurités, des travaux qui ont été faits, donc ce type d'expérience devrait être réalisé assez rapidement. Et par ailleurs, une autre étude intéressante, ce serait d'étudier plus en profondeur l'injection par ionisation, et notamment les effets de CEP dans ce régime. Et bien suite à cette amélioration de stabilité, on peut également prévoir de nouvelles perspectives dans les applications. Donc en cours de préparation, on a une mesure de l'émittance couplée avec une expérience de diffraction d'électrons qui est prévue. Il y a également une nouvelle expérience de radiobiologie où on viendrait étudier le fractionnement de la dose délivrée aux échantillons biologiques. Et enfin, si on est capable d'accélérer des électrons jusqu'à au-delà de la dizaine de MeV, eh bien, il devient possible d'envisager des sources XUV via rayonnement bêtatron ou diffusion Compton. Donc, sacré programme pour Joséphine et Slava. Et merci de m'avoir écouté. Et je voudrais remercier les personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant ces années de thèse, notamment tout le groupe Appli, mon directeur de thèse, Jérôme, qui m'a encadré pendant ces 3 années, et Aline, Julius, Igor, Joséphine, Slava, qui est arrivé plus récemment, et également Alessandro et Marco, Émilie, pour leur travail, leur collaboration sur la manip de radiobiologie, et bien sûr aussi tout le groupe PCO, avec qui on travaille et on partage le laser, et particulièrement Marie et Jasmine qui nous ont beaucoup aidés lors de nos expériences sur le laser. Merci.